La défense par le système nerveux. Un livre du docteur Martin Dutheil. La santé dépend du système nerveux. À système nerveux normal, santé normale. Édition du Donjon. Citation de Claude Bernard. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Le docteur Martin Dutheil, croix de guerre 1914-1918, né en juin 1872, mort en juin 1942, est né à Sarlat, en Dordogne, d'un père pharmacien. Après avoir fait à Bordeaux des études de pharmacie, muni de son diplôme, il exerça pendant peu de temps le métier de pharmacien à Sarlat. Puis il entreprit ses études de médecine à Paris, où il passa son doctorat. Depuis lors, il n'a plus quitté la Seine, où il a exercé jusqu'au printemps 1940. Réfugié en Dordogne, il s'y est éteint en 1942. Avertissement. Les 2 premières parties de cet ouvrage sont la reproduction in extenso de l'édition parue au mois de mars 1929. La 3e partie, qui complète et termine l'étude de l'action défensive exercée par le système nerveux, a pour but de démontrer que cette action s'étend indistinctement à tous les organes. On y trouvera en outre des précisions sur les moyens dont nous disposons actuellement pour apporter un secours efficace à un système nerveux défaillant. La présente édition comprend en outre, sous le titre « De l'effet à la cause », une 4e partie dont l'objet est de montrer la nécessité de réagir contre une tendance excessive à soigner l'effet pour la cause. Cette « médecine du symptôme », entre guillemets, origine de bien des erreurs, ayant trop souvent pour unique résultat de rendre complexe une question parfois fort simple et pouvant même, dans certains cas particuliers, avoir de fâcheuses conséquences. Avant-propos. L'esprit se refuse à admettre que la nature ait pu créer cette merveilleuse machine qu'est le corps humain, sans la doter en même temps des armes nécessaires à sa défense, et, ce que le simple bon sens nous fait pressentir, les faits viennent le confirmer. Ces armes existent bien en effet, nous les portons en nous, elles répondent à tous les besoins. Le système nerveux les tient sous sa dépendance directe exclusive. Il suffit de savoir les utiliser pour que le mal, quel qu'il soit, trouve devant lui une barrière infranchissable. Il en résulte qu'au lieu de pourchasser tel ou tel microbe en particulier, il est infiniment plus simple, plus logique et aussi plus facile de maintenir ses armes naturelles en bon état, et le terrain attaqué restera ainsi invulnérable à tous les agents infectieux indistinctement. Telle est la méthode rationnelle que je me propose d'exposer, méthode qui pourrait se définir ainsi: le microbe mis hors d'état de nuire par l'utilisation intensive des forces naturelles de défense. Je place cette étude sous l'égide de Claude Bernard, le grand physiologiste, qui concrétisait en quelque sorte le résultat de ses immenses travaux dans la phrase célèbre « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Dans ces paroles, que certains ont pu considérer comme une simple boutade, j'ai cru voir au contraire un enseignement profond, et je me suis engagé résolument dans la voie indiquée par le maître. Par une action directe sur le système nerveux, je portais désormais mes efforts exclusivement sur la défense du terrain, et cela quelle que soit la nature du microbe qui attaquait. Les résultats d'une longue expérimentation ont tous été tellement concluants qu'il ne m'est plus permis d'hésiter. J'affirme donc nettement et sans ambiguïté possible que la vérité est là et non ailleurs, et que le maintien du bon état de santé dépend exclusivement de nous. Affirmation bien audacieuse, dira-t-on, peut-être, mais que cependant je me fais fort de justifier. En écrivant cela, je songe à cette foule de gens dont le nombre croît de jour en jour, vivant dans une inquiétude constante, dans l'angoisse permanente de voir surgir en eux un de ces maux redoutables qu'ils croient souvent bien à tort incurables. Il ne faut pas se le dissimuler, la hantise de la maladie tend de plus en plus à se répandre. Comment du reste pourrait-on s'en étonner ? Comment ne serait-on pas impressionné par cette constatation que, malgré les travaux de cette phalange de savants que nous sommes fiers de posséder, cancer et tuberculose notamment étendent leur ravage de jour en jour ? N'est-il pas pénible de constater qu'il a suffi, au cours de l'hiver 1928-1929, d'une banale épidémie de grippe pour voir s'élever à un niveau invraisemblable le taux de la mortalité ? En présence de ces faits, il n'est pas étonnant que le doute se glisse dans les esprits, et que certains malades se demandent même, avec une anxiété que l'on devine, si l'on ne va pas aboutir à la constatation de la faillite de la médecine. À cela,
Fort d'une pratique déjà longue et d'une expérience reposant sur des faits probants, je réponds nettement non. Ce n'est pas en vain que nos savants poursuivent leurs recherches dans le silence du laboratoire. Ce n'est pas en vain que Pasteur nous a précisé l'existence du microbe, entrevu par Davenne, et que Metchnikoff a révélé la présence chez chacun de nous d'une puissance défensive naturelle contre ce même microbe. Ce n'est pas en vain que les physiologistes, Richet et d'autres, ont soulevé le voile qui recouvrait le mystère de l'existence et nous initient de jour en jour au secret de la vie. Ces travaux ont conduit à la découverte d'un certain nombre de sérums ou vaccins, et c'était là certes un progrès indéniable. Mais depuis longtemps, j'avais le sentiment intime, la conviction profonde que des espoirs plus vastes étaient permis. Cependant, garrotté par les liens de l'école, j'ai dû lutter longtemps pour me rendre à l'évidence. Lutte pénible, angoissante même parfois, car il me fallait adopter des directives bien différentes de celles que j'avais reçues. J'ai attendu 10 ans pour oser proclamer ce que je sais, être la vérité. 10 ans d'expérience quotidienne, 10 ans au cours desquels des résultats constants m'ont pénétré de cette vérité que j'avais pressentie. Aujourd'hui, fort de cette documentation et négligeant toute autre considération, je ne crains pas de dire qu'il est incontestable que certains sérums, tels le sérum antidiphtérique, rendent des services inappréciables, mais il serait puéril de considérer que l'art de la médecine se limite à la recherche de sérums ou vaccins pour prévenir ou combattre les diverses maladies de nature infectieuse. Je dis qu'on ne peut envisager sérieusement comme seul moyen de lutte les innombrables vaccinations que rendrait nécessaire la multiplicité de nos ennemis, en l'espèce le microbe, dont le nombre est du reste bien loin d'être connu, alors même qu'il serait démontré que chacun de ces sérums ou vaccins est absolument inoffensif pour l'organisme. Je dis que cette orientation de plus en plus accentuée de la médecine vers le laboratoire peut présenter en outre un véritable danger. Par son exagération même, elle tente en effet à diminuer l'importance de l'examen clinique du malade pour donner la prépondérance à l'analyse, état d'esprit contre lequel on ne saurait trop réagir, car il conduirait au plus grave mécompte, l'expérience l'a maintes fois démontré. J'ajoute que l'axiome bien connu « le laboratoire est de la clinique mais ne le remplace pas » a précisément pour but de mettre en garde contre ce danger. Il signifie que l'analyse est un moyen d'investigation précieux, certes, mais pas autre chose. Ce qui doit guider le médecin, ce qui est primordial, c'est l'observation attentive, méticuleuse de chaque cas, dont aucun ne se ressemble, se rappelant sans cesse à ce sujet cette parole toujours vraie. Il n'y a pas de maladie, il y a des malades. Je dis enfin qu'on ne doit pas oublier que la médecine est un art et non une science, et qu'on n'établit pas un diagnostic comme une équation algébrique. À l'encontre d'une pareille doctrine, j'affirme et je prouve qu'en s'obstinant à combattre chaque maladie prise isolément, on perd de vue l'ensemble et qu'on néglige les merveilleux moyens de protection que la nature a créés dans chaque organisme. J'affirme et je prouve que dans tout organisme normal, ces moyens naturels de défense sont bien suffisants pour repousser la maladie. J'affirme et je prouve enfin qu'il n'y a pas une prophylaxie du cancer, une prophylaxie de la tuberculose, une prophylaxie de la typhoïde, mais au contraire que la prophylaxie est une et non multiple, et que cette prophylaxie unique, c'est-à-dire l'art de se préserver de l'ensemble des maladies, consiste simplement à maintenir le système nerveux en parfait équilibre, condition nécessaire mais suffisante pour que ce dernier puisse remplir son rôle de défenseur contre toute maladie de nature infectieuse. Et la conclusion qui se dégagera logiquement de ces faits, c'est que la machine humaine, tout à la fois si robuste et si délicate, merveilleusement outillée pour sa défense, doit conserver l'ensemble de ses facultés jusqu'à l'âge le plus avancé, et ne doit s'éteindre que par l'usure. Pour tout dire en un mot, on ne doit mourir que de vieillesse. Première partie. Organisation défensive naturelle, phagocytose, système nerveux, rôle du système nerveux. Première partie. Première sous-partie, l'organisation défensive naturelle. Vue d'ensemble. Vaincre le mal, c'est bien, mais empêcher le mal de s'installer définitivement est infiniment préférable. Or, j'ai dit que la nature nous a doté des armes nécessaires pour repousser sans difficulté toute tentative d'invasion microbienne.
Un organisme normal possède en effet une véritable cuirasse naturelle sur laquelle le microbe ne peut avoir aucune prise, mais qu'une fissure se produise dans cette organisation défensive et la maladie pénétrera dans la place. Sans doute pourra-t-on dire la meilleure défense consisterait à supprimer l'agresseur. Évidemment, plus de microbes, plus de maladies microbiennes. Je ne sais si la science permettra un jour d'éliminer de la surface du globe la foule de microbes, connus et inconnus, qui nous menacent. Mais on en conviendra, cela relève, pour le moment du moins, de la pure utopie. Cependant, n'est-ce pas sur cette voie que l'on s'engage de plus en plus, en limitant les recherches à la découverte de formules susceptibles de détruire chez le malade tel ou tel microbe en particulier, au lieu de s'efforcer, par une utilisation rationnelle des armes naturelles, de rendre tous ces microbes parfaitement inoffensifs. Qu'importe en effet le microbe, si son attaque est rendue par avance impuissante. Or, j'affirme qu'un peu d'attention de notre part suffit pour maintenir en bon état ces armes bien suffisantes dont la nature nous a munis. Mais avant tout, je me dois de prouver l'existence réelle de cette organisation défensive naturelle. Faute de quoi, on serait en droit de l'envisager non pas comme un fait acquis, indubitable, mais bien comme une simple hypothèse. Cette preuve, je la porte, irréfutable, et des faits ci-dessous notoires, et par suite indiscutable, elle surgit avec une évidence telle que les plus incrédules devront s'incliner. Aucun doute ne pourra subsister. Vers le début de ce siècle, sur tous ceux qui décédaient dans certains hôpitaux de Paris, on a procédé à l'examen systématique du poumon, et cela, quel que soit leur âge et quelle que soit la maladie à laquelle ils avaient succombé. Cet examen a révélé que 95% environ présentaient des lésions de tuberculose, la plupart du reste parfaitement guéries et cicatrisées. Si l'on veut bien se rappeler que l'attaque de ce bacille n'est pas limitée aux poumons, il n'est pas excessif d'admettre que nous avons tous subi un jour son attaque. Or, l'immense majorité d'entre nous ne l'a même pas soupçonné. Le microbe a donc été vaincu sans aucun secours extérieur. Notre organisme, à lui seul, a mis le bacille hors d'état de nuire. Autre exemple, voici un village de 1000 habitants dont l'unique source se trouve un jour contaminée par le bacille d'Hébert, agent de la typhoïde. Si la présence de ce bacille suffit pour déclencher la maladie, tous les habitants, sans exception, seront atteints de typhoïde. En sera-t-il ainsi ? Évidemment non. Sur ces 1000 habitants, 30 ou 40 peut-être seront touchés, les autres restant parfaitement indemnes. La très grande majorité a donc été protégée à son insu et l'attaque repoussée sans qu'elle ait été même soupçonnée. On pourrait multiplier à l'infini les exemples pour aboutir toujours au même résultat, la constatation de l'existence d'une organisation défensive naturelle bien suffisante dans la majorité des cas pour réduire à néant, sans aucun secours extérieur, toute tentative d'invasion de la maladie. Il est donc maintenant indiscutablement établi que le microbe n'est que la cause occasionnelle dont l'attaque est sans effet sur un organisme en équilibre, et que le bon état de santé dépend exclusivement du maintien de cet équilibre. Nous vivons en réalité au milieu d'ennemis, en l'espèce le microbe, dont les attaques sont incessantes. Le corps humain est un véritable champ de bataille. La lutte, et c'est bien réellement la lutte pour la vie, est constante. Mais dans un organisme sain, constante aussi est la victoire. À la vigueur de l'attaque répond la vigueur de la défense, et ainsi se trouve réalisé le parfait équilibre vital. Ces défenseurs naturels, nous les connaissons bien aujourd'hui. Ce sont les globules blancs ou leucocytes, appelés aussi phagocytes, du nom de ce curieux phénomène de la phagocytose auquel ils donnent naissance. Mais ces leucocytes ne sont que les soldats, les agents d'exécution, et puisque notre volonté n'intervient pas, il faut bien cependant qu'une force préside à cette lutte, qu'une intelligence dirige cette défense. Il faut un animateur à cette machine, si parfaite soit-elle. Cette force, cette intelligence, cet animateur de la machine humaine existent en effet et sont réunis en un seul et même organe, qui n'est autre que le système nerveux, ou plutôt cette partie du système nerveux appelée le grand sympathique. Le grand sympathique, cet organe mystérieux dont le rôle est considérable, préside aux échanges, prévient les défaillances, pourvoit aux besoins des divers organes, secourt ceux qui sont menacés. Il est tout à la fois l'intelligence qui conçoit, la force qui exécute. Animateur suprême, c'est bien en lui, et en lui seul, que réside le secret de la vie. Nous verrons bientôt comment s'exerce son influence.
Examinons tout d'abord le mode d'action du leucocyte. Deuxième sous-partie, de la phagocytose. Qu'est-ce qu'un leucocyte ? La physiologie nous enseigne que le globule blanc ou leucocyte est un véritable petit organisme constitué par une masse protoplasmique à un noyau. Il possède la propriété d'émettre des prolongements ou pseudopodes qui lui permettent de changer de forme, de se mouvoir et de s'insinuer à travers les parois des vaisseaux sanguins et lymphatiques, sa demeure habituelle. Les leucocytes, au nombre de 5 à 8 000 par millimètre cube de sang, jouent dans le corps humain le rôle d'agents de la voirie. Leur mission essentielle est en effet de faire disparaître les impuretés de toute nature qui peuvent se montrer. Si un corps étranger pénètre dans l'organisme, un grain de charbon par exemple, les leucocytes se précipitent sur lui. Par leurs pseudopodes, ils le saisissent, l'incorporent dans leur masse protoplasmique, dans laquelle il ne tarde pas à disparaître, littéralement absorbé et digéré. Cette curieuse propriété leur a fait donner le nom de phagocytes, du grec phagin, manger, et koutos, cellule. La victoire du leucocyte sur le grain de charbon est facile, puisqu'il ne rencontre aucune résistance. Mais en présence des microbes, il en va tout autrement. Cette fois, en effet, c'est le microbe qui attaque, qui veut s'implanter dans l'organisme. Dès son apparition, les leucocytes affluent pour livrer bataille à l'envahisseur. Ils quittent en foule le milieu sanguin ou lymphatique où ils résident, se glissent à travers la paroi des vaisseaux et une véritable lutte s'engage. Or, nous avons montré, à propos de la tuberculose, que dans un organisme sain dont le système nerveux est en parfait équilibre, l'attaque est repoussée, la victoire appartient aux leucocytes. L'ennemi est détruit, dévoré et le mal définitivement conjuré. Cette victoire donne en général aux leucocytes le pouvoir de détruire, désormais sans lutte, un nouveau microbe de la même espèce. C'est le principe même de la vaccination. La victoire, on le voit, dépend essentiellement de la vitalité du leucocyte, de son pouvoir phagocytaire, lequel est sous la dépendance directe du système nerveux. Si ce dernier n'est plus en possession de tous ses moyens, la vitalité du leucocyte se trouvant souvent amoindrie, le microbe triomphe et la maladie s'installe. Alors, les ganglions lymphatiques, la rate, tous organes qui fabriquent les globules blancs entrent en action. Il s'agit de fournir de nouveaux combattants pour remplacer ceux qui ont succombé. Mais ces organes appelés à fournir un travail supplémentaire dépendent eux aussi du système nerveux, et la défaillance de ce dernier retentit directement sur eux. La qualité des nouveaux leucocytes est insuffisante contre un ennemi qui croît en nombre et en virulence. La résistance faiblit, et si le système nerveux n'est pas promptement et vigoureusement secouru, l'organisme finit par succomber. Cette défense, qui semble relever du roman, cette lutte si minutieusement réglée, sont un des rares points de la physiologie qui ne puissent être contestés. Le microscope nous en apporte la preuve tangible. Troisième sous-partie, du système nerveux. Nous ne nous occupons pas ici du système nerveux central qui préside aux mouvements relevant de notre volonté, la marche, la parole, etc. Seul nous intéresse le grand sympathique. C'est de cet organe qu'il est question lorsque je parle du système nerveux ou même de cellules nerveuses. Le rôle du système nerveux. La vie résulte du fonctionnement harmonieux des divers organes du corps humain. Le système nerveux est le moteur de la machine humaine. Toute machine a besoin, en effet, d'une force pour l'actionner, mais cette force ne doit pas être aveugle. Elle doit être intelligente, tant pour mettre en marche la dite machine que pour la maintenir en action. Le système nerveux est cette force intelligente qui dirige nos organes, les relie entre eux, coordonne leur action particulière et fait ainsi de leur ensemble ce chef-d'œuvre de mécanique pensante et agissante qu'est le corps humain. Mais là ne se borne pas son action. Grâce en effet aux nerfs, l'influx nerveux, fluide mystérieux qui émane de la cellule, est transmis à tous les organes dont il maintient l'activité. Le contact permanent de la cellule nerveuse avec les divers organes lui permet une surveillance incessante. Dès la première attaque de l'ennemi, la cellule, par le moyen de l'influx nerveux, réagit et sous son impulsion, les leucocytes se précipitent au-devant de l'envahisseur. Ce rôle de protection ne se limite du reste pas à l'intérieur de l'organisme. Tous les réflexes, ces actes qui s'accomplissent en dehors de notre volonté, sont sous la dépendance directe ou indirecte du grand sympathique.
Le système nerveux est par excellence l'animateur clairvoyant du corps humain. C'est lui qui nous protège et nous défend. Sa vigilance doit toujours être en éveil. Le sommeil même ne lui procure aucun repos, car le cœur continue à battre, le poumon à respirer, la vie continue. Mais pour remplir sa mission, il faut que ce système nerveux soit en possession de tous ses moyens. L'énergie qu'il fournit entraîne une dépense qui doit être aussitôt compensée, sinon c'est la rupture de l'équilibre avec sa répercussion immédiate sur l'organisme tout entier. Il en résulte que le maintien de cet équilibre doit être le but de tous nos efforts. Deuxième partie. Du maintien de l'équilibre du système nerveux, action préventive, action curative, tuberculose, cancer, du traitement moral. Deuxième partie. Première sous-partie, du maintien de l'équilibre du système nerveux. Une partie essentielle de la tâche que je m'étais assignée est maintenant accomplie. En suivant la voie que Claude Bernard avait tracée, j'ai montré que le succès de l'attaque dépend exclusivement de l'état du terrain. J'ai détaillé le mécanisme de cette organisation défensive chargée de nous rendre invulnérables à l'offensive du microbe et prouvé que, dans les conditions normales, cette organisation s'acquitte parfaitement de sa tâche et suffit pour nous maintenir à l'abri de la maladie. J'ai enfin démontré que l'efficacité de cette défense est en raison directe de l'état du système nerveux. Je crois donc avoir pleinement justifié mon affirmation du début que la prophylaxie est une et non multiple et consiste simplement à veiller au maintien de l'équilibre du système nerveux. Il me reste maintenant à justifier ma seconde affirmation, c'est-à-dire qu'un peu d'attention de notre part suffit pour assurer cet équilibre et par suite que le bon état de notre santé dépend exclusivement de nous. C'est ce que je vais faire à présent et l'on sera surpris de voir à combien peu de choses se ramène la thérapeutique, aussi bien pour prévenir le mal que pour le combattre lorsqu'il s'est installé. Premièrement, action préventive. S'il est vrai que la cellule nerveuse trouve dans l'alimentation quotidienne une suffisante compensation aux dépenses de la vie purement végétative, il est aisé de comprendre que la vie intensive actuelle, avec son contingent de misère auquel nul ne saurait échapper, nécessite de cette cellule une dépense supplémentaire qu'il est prudent de combler. D'autre part, des causes diverses peuvent, soit par leur soudaineté, soit par leur durée, entraîner une brusque rupture dans l'équilibre du système nerveux. Chagrins intimes, perte d'un être cher, graves préoccupations d'ordre matériel ou moral, surmenage, etc. Des troubles variés, dont l'aggravation peut même conduire à la neurasthénie, traduisent cette dépression. On peut les trouver réunis ou isolés chez un même sujet. Insomnie, fatigue au moindre effort et souvent même au réveil, appétit irrégulier, amaigrissement, émotivité inhabituelle, tendance à l'exagération, susceptibilité excessive, perte de tout entrain, de toute gaieté, découragement facile, etc. Tels sont les signes principaux qui dénotent une défaillance du système nerveux. Qu'une attaque microbienne se produise à ce moment où la résistance se trouve amoindrie et le microbe trouvera un terrain éminemment favorable à son développement. Il résulte donc de ce qui précède que pour maintenir l'organisme à l'abri des attaques microbiennes, il faut, premièrement, soutenir la cellule nerveuse en cas de défaillance accidentelle jusqu'à la récupération totale de son énergie. Deuxièmement, entretenir cette énergie en nourrissant la cellule, c'est-à-dire en mettant à sa disposition les matériaux dont elle a besoin pour compenser exactement ses dépenses. L'expérience m'a prouvé que ces deux conditions sont faciles à réaliser. Voyons en premier lieu comment on peut parer à une défaillance du système nerveux. Depuis longtemps déjà, je me suis définitivement arrêtée à une forme que je prescris exclusivement en granulés, seul moyen d'obtenir en la circonstance une préparation uniforme et de conservation, pour ainsi dire, indéfinie. Cette formule, que nous appellerons granulés reconstituants, réalise l'association en proportion fixe et constante d'arénal, de teinture de noix vomiques, de glycérophosphate de soude, d'extrait alcoolique de quinquina jaune et d'extrait aqueux de quinquina rouge. J'utilise le quinquina sous ces deux formes pour bénéficier de la totalité des alcaloïdes de cet excellent produit. Malgré des doses relativement faibles, l'activité de ce mélange est vraiment remarquable
et j'attribue cette activité particulière à ce que les corps qui le constituent exercent simultanément l'action qui est propre à chacun d'eux. On sait en effet que, par l'association, la valeur thérapeutique des corps est fortement augmentée, avantage précieux, puisqu'il permet d'obtenir avec une quantité moindre une action plus forte. Il en résulte une assimilation totale plus certaine et par suite un effet toujours identique. Je prescris exclusivement cette formule sous forme de granulés. J'ai dû en effet renoncer à prescrire cette formule à l'état de solution, car les différents corps qui la constituent, réagissant l'un sur l'autre, se transforment et perdent de ce fait une notable partie des propriétés qui leur sont propres. Je conseille habituellement de prendre, dissous dans un peu d'eau, une cuillerée à café de granulés, quelques minutes avant les 2 principaux repas, et cela jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre. Le retour à l'état normal est facile à déceler, aussi bien par le malade que par son entourage. Il se traduit par la disparition des divers troubles signalés plus haut et consécutifs à la rupture de l'équilibre. Avec le retour du sommeil et de l'appétit, la sensation de fatigue disparaît, la tension artérielle redevient normale, aux idées noires fait place un véritable sentiment d'euphorie. Le malade retrouve la joie de vivre. Dès lors, inutile de continuer le traitement, quitte à le reprendre ultérieurement s'il y a lieu. Le granulé reconstituant est donc, en somme, un remède de circonstance dont le but exclusif est de soutenir le grand sympathique jusqu'au jour où ce dernier aura récupéré la plénitude de ses moyens. Il est également facile de restituer et conserver au grand sympathique cette énergie qui lui est nécessaire pour défendre le terrain contre les attaques microbiennes. La formule que j'utilise à cet effet complète ma thérapeutique réduite, comme on le voit, à sa plus simple expression. Son but est de maintenir toujours intact un fond de réserve où la cellule aura la faculté de puiser les matériaux nécessaires à la stricte compensation de ses défenses. Elle joue donc en quelque sorte le rôle d'aliment d'entretien de la cellule. Je ne m'étendrai pas sur l'action exercée par le chlorure de magnésium sur la cellule nerveuse. Une voix autorisée l'a fait récemment à propos du cancer, et cela m'a procuré la satisfaction de voir enfin reconnue par une autorité qualifiée l'action de ce corps que j'utilise avec un succès constant depuis plus de 10 ans. Mais au lieu de donner sous sa forme banale ce chlorure de magnésium dont le goût est fort désagréable, je le prescris par le moyen de l'hydrate de magnésium à l'état naissant, c'est-à-dire sous une forme infiniment plus active. Il y a en effet 2 moyens d'administrer un produit. D'abord la forme classique, ce produit préparé au laboratoire est pris en pilules, comprimés, solutions, etc. L'autre mode d'administration consiste à provoquer sa formation in vivo, c'est-à-dire directement dans l'organisme où il naît littéralement, d'où l'expression à l'état naissant. Or, la supériorité d'action d'un corps à l'état naissant est un fait bien connu en chimie. Ce corps qui vient de naître possède en effet l'intégralité de ses qualités que rien n'a pu altérer. Sa pureté est absolue, son énergie intacte, son pouvoir d'assimilation totale. Cette façon d'administrer un médicament est évidemment parfaite, mais il est bien rare qu'on puisse en bénéficier. Or, l'hydrate de magnésium ou hydroxyde de magnésium, possédant la propriété de se transformer, dès son arrivée dans l'estomac, en chlorure de magnésium, c'est évidemment toujours sous cette forme que le chlorure de magnésium devrait être prescrit. J'apporte immédiatement la preuve de cette transformation. L'hydrate de magnésium ou hydroxyde de magnésium contient une molécule d'eau qui le rend prêt aux combinaisons chimiques. Nous savons d'autre part que le suc gastrique contient de l'acide chlorhydrique. En présence de cet acide chlorhydrique, l'hydrate de magnésium forme du chlorure de magnésium avec élimination d'eau, comme l'indique la formule ci-dessous. MgOH2 plus 2HCl égale MgCl2 plus 2H2O. Cette réaction démontre donc sans contestation possible que prescrire l'hydrate de magnésium, c'est prescrire le chlorure de magnésium à l'état naissant, c'est-à-dire à l'état de pureté absolue. Cette formule démontre en outre que l'hydrate de magnésium dégage dans l'estomac du chlorure de magnésium pur, à l'exclusion de tout autre sel halogène de magnésium, iodure, bromure, fluorure, donc innocuité absolue.
Ce fait est, à mes yeux, d'une importance capitale, car il explique pourquoi l'hydrate de magnésium, aussi prolongé qu'en soit l'usage, n'exerce jamais d'action nocive sur aucun organe, et notamment sur le rein. L'hydrate de magnésium constitue un véritable aliment d'épargne pour la cellule nerveuse, dont il compense immédiatement les dépenses. Le grand sympathique, grâce à son énergie ainsi conservée intacte, maintient l'organisme à l'abri de la maladie en rendant vaine toute attaque microbienne. L'hydrate de magnésium possède en outre une propriété qui n'est point négligeable, c'est un laxatif parfait, tant par son action que par la douceur avec laquelle il agit. Nullement drastique, il convient à tous les âges et l'on peut en faire un usage aussi fréquent qu'il est nécessaire sans crainte d'irriter la muqueuse intestinale. On comprend aisément qu'en raison de cette double action qu'il exerce sur le système nerveux et sur le tube digestif, je lui donne la préférence à tous les autres laxatifs dans tous les cas relevant d'un traitement de cette nature. Arthritisme, période critique dite du retour d'âge, maladie des voies biliaires, entérite, constipation, grossesse, etc. Je le prescris à la dose moyenne d'une cuillerée à café, délayée dans une demi-tasse d'eau à prendre soit le matin à jeun, soit le soir en se couchant. Pris au cours du repas, il pourrait en effet soustraire aux aliments une partie de l'acide chlorhydrique dont ils ont besoin pour être digérés. D'aucuns pourraient objecter qu'à une certaine distance du repas, l'acide peut manquer pour sa transformation. Un vieil adage dit que les corps ne peuvent agir que s'ils sont dissous. Or, l'hydrate de magnésium ne peut entrer en solution que sous l'action de l'acide, et puisqu'on a constaté un résultat laxatif, c'est donc qu'il a été dissous, et par suite que l'acide nécessaire a été sécrété. Je tiens à signaler que j'ai eu maintes fois l'occasion de constater que chez certains malades ayant un suc gastrique hypoacide, l'hydrate de magnésium est dissous dès son arrivée dans l'estomac, malgré la quantité d'acide insuffisante à la digestion. J'attribue cette sécrétion acide exceptionnelle à la force intelligente qui régit l'organisme et reconnais l'utilité que présente cet hydrate de magnésium pour la cellule nerveuse. En raison d'une assimilation facile par la molécule d'eau qu'il contient, il est d'une extrême sensibilité aux odeurs du voisinage, au gaz carbonique de l'air qu'il fixe en formant un carbonate. Il est donc d'une manipulation délicate et sa préparation exige un soin particulier pour permettre de l'obtenir et le maintenir à l'état de poudre impalpable d'une densité toujours identique. Cette difficulté de préparation m'a amené à le prescrire en boîte parfaitement hermétique. En résumé, pour maintenir le terrain en bon état de défense et par suite mettre le microbe hors d'état de nuire, je rappelle que le granulé reconstituant combat les défaillances passagères du système nerveux et le soutient jusqu'à ce qu'il ait récupéré son énergie, tandis que l'hydrate de magnésium constitue un véritable aliment d'épargne destiné à compenser toute dépense excessive de la cellule nerveuse. Cette méthode réalise donc une prophylaxie générale effective, dont la simplicité n'est pas le moindre mérite. Deuxièmement, action curative. Cette méthode de traitement par action exclusive sur le système nerveux n'est pas seulement préventive. Je vais montrer en effet sa puissance d'action pour combattre la maladie implantée. J'ai commencé à prescrire ce traitement dès septembre 1918, au moment où la fameuse grippe faisait son apparition. Je constatais dès le début que les personnes les plus sérieusement atteintes étaient en général des jeunes femmes. Vivant dans une angoisse perpétuelle depuis des années, leur système nerveux épuisé les avait laissés sans défense devant l'attaque microbienne. Sans hésitation, je concentrai tous mes efforts sur le système nerveux. Le succès fut aussi complet qu'il pouvait l'être, puisque j'eus la satisfaction de n'avoir pas un seul décès à constater parmi ma clientèle. Je n'ai pas hésité à procéder de la même manière dans toutes les maladies de nature infectieuse, sans exception aucune. Je me bornerai à mentionner ici, pour ne pas allonger démesurément cette étude, les résultats obtenus dans 2 des maladies considérées comme les plus redoutables, la tuberculose et le cancer. Tuberculose. Une tuberculose que l'on soigne guérit à peu près toujours. Note de l'éditeur, affirmation révolutionnaire en 1929. Je ne parle pas d'amélioration plus ou moins passagère, mais de guérison vraie, définitive. Je déclare nettement et sans ambiguïté possible que je suis l'adversaire du sanatorium.
Je considère comme entièrement défavorable ce milieu où tout ce qu'il voit, tout ce qui l'entoure suffirait à rappeler au malade la réalité de son mal s'il était tenté de l'oublier. Sans doute, moi aussi je suis partisan, toutes les fois que c'est possible, en raison même du repos cérébral qu'elle procure, d'une cure d'isolement à la campagne, loin des bruits de la ville, des soucis et des préoccupations. Mais il importe par-dessus tout d'aider le système nerveux à recouvrer son énergie pour lui permettre de lutter avec succès et de ne pas tabler sur le seul repos pour repousser un bacille solidement implanté. En ce qui me concerne, je me borne, obstinément fidèle à une méthode dont l'expérience m'a prouvé l'efficacité, à me dire que le bacille a réussi à s'installer parce que la puissance leucocytaire était insuffisante pour le détruire, que le leucocyte avait perdu son pouvoir phagocytaire parce que le système nerveux s'était trouvé défaillant, et, remontant ainsi de l'effet à la cause, je concentre tous mes efforts sur ce système nerveux et j'agis sur lui d'une façon d'autant plus intensive que le mal est plus ancien et la lésion plus étendue. C'est donc bien, on le voit, de médecine causale qu'il s'agit ici, et non pas de médecine symptomatique. L'effort principal est dirigé sur la cause du mal, et non sur le symptôme, qui en est la conséquence, ce mal ne pouvant disparaître si la cause subsiste. Si la dose habituelle de granulés reconstituants me paraît insuffisante pour obtenir un effet rapide, je n'hésite pas à l'augmenter. Simultanément, je prescris l'usage quotidien de l'hydrate de magnésium qui apporte à la cellule nerveuse son contingent régulier de ces matériaux dont elle s'était appauvrie. Cela ne m'empêche pas, du reste, de faire de la révulsion locale. Il est en effet de tactique élémentaire de chercher à diminuer, si l'on peut, la virulence de l'agresseur. Dans le même ordre d'idées, pour limiter la lésion et faciliter sa cicatrisation, j'utilise simultanément les sels de chaux que je prescris toujours sous la forme de cachets à raison de 3 par jour. Ces cachets sont un composé de phosphate de chaux bicalcique et en faible proportion d'adrénaline qui joue ici le rôle d'agent de fixation. Je préfère nettement le phosphate bicalcique ou phosphate tricalcique en raison de son extrême sensibilité aux acides, même aux acides de fermentation qui le dissolvent, condition indispensable, on le sait, pour l'assimilation, tandis que le phosphate tricalcique, exigeant une notable quantité d'acide fort pour se dissoudre, a les plus grandes chances de traverser le tube digestif sans être assimilé. Mais je ne cesserai de le dire, c'est sur le système nerveux que doit porter l'effort décisif, et le résultat particulièrement heureux de cette méthode est logique, puisqu'elle s'adresse à la cause, toujours la même, la défaillance du système nerveux. Cancer. Le nombre croissant des victimes du cancer devrait, semble-t-il, suffire à lui seul pour démontrer qu'on fait fausse route et qu'il importe d'orienter les recherches dans une autre direction. Il n'en est rien et il est déconcertant de voir que malgré la cruelle évidence, on persiste dans les mêmes errements. On se borne à reconnaître la grande part de vérité contenue dans la phrase fameuse « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout », sans chercher à en extraire tout l'enseignement qu'il comporte. S'il est en effet une maladie où se montre d'une façon évidente, pour un esprit quelque peu observateur, l'importance du terrain et par suite l'influence du système nerveux, c'est bien dans le cancer, non générique de toutes les tumeurs malignes. Par contre, il n'est peut-être pas une maladie où l'on néglige avec autant de désinvolture ce même système nerveux. Le cancer, en effet, n'éclate pas subitement comme une congestion pulmonaire. On dirait au contraire que la nature veut nous prévenir longtemps à l'avance de la nécessité de nous défendre. Il n'est pas un lecteur qui n'ait connu, de près ou de loin, une victime du cancer. Je lui demande de faire appel à ses propres souvenirs et il reconnaîtra avec moi la réalité de l'existence de ces signes avant-coureurs qui constituent un véritable signal d'alarme. Sans parler des signes particuliers, variables selon la localisation de la tumeur, on constate toujours pendant une longue période, des semaines et même des mois, les symptômes manifestes de la défaillance du système nerveux. C'est souvent une fatigue générale qui apparaît au début sans cause apparente et que les moyens classiques ne parviennent pas à vaincre. Qu'il ait ou non de l'appétit, le malade maigrit, devient taciturne, se montre découragé. Si on l'interroge, il ne signale souvent rien de précis et se contente d'accuser un malaise indéfinissable. Puis le teint se modifie sous l'influence du poison qui s'infiltre au fur et à mesure que la résistance décroît.
son entourage lui trouve mauvaise mine. Par la suite, tous ces symptômes s'accentuent, les forces diminuent de plus en plus. Le grand sympathique, non secouru, obligé de fournir au cours de cette longue période d'incubation un effet constant, faiblit. La défense leucocytaire diminue, tandis que le pouvoir d'attaque de l'envahisseur augmente. L'ennemi s'installe en maître alors que le moindre secours apporté dès le début à la cellule nerveuse aurait suffi presque toujours à repousser l'invasion. La multiplicité de ces signes avertisseurs de défaillance démontre bien sans conteste l'influence prépondérante du système nerveux dans l'évolution du cancer. Voici un autre fait d'une importance capitale à mes yeux. Je ne sais si cette observation m'est personnelle, mais à ma connaissance, personne ne l'a publiée jusqu'ici, 1929. Le cancer est d'autant plus fréquent que le milieu est intellectuellement plus cultivé. Chez l'ouvrier des villes et des champs, absorbé presque exclusivement par les travaux physiques, le cancer vrai est, sinon exceptionnel, du moins plutôt rare. Puis, au fur et à mesure que l'on s'élève au point de vue de la culture intellectuelle dans la hiérarchie sociale, le cancer augmente de fréquence et l'on constate son plein épanouissement chez ceux-là même qui s'adonnent le plus aux travaux cérébraux de toute nature. La relation de cause à effet est donc nettement établie. Les dépenses excessives et non compensées de la cellule nerveuse ont entraîné la rupture de l'équilibre. La diminution de l'énergie du système nerveux a retenti sur la puissance défensive et l'agent infectieux, ne trouvant devant lui qu'une résistance insuffisante, a fini par triompher. La question se résume donc en ceci. Sommes-nous suffisamment outillés pour assurer, même dans le cas qui nous occupe, le maintien de l'équilibre du système nerveux ? À cela, pleinement conscient de l'importance d'une question ainsi posée, je réponds oui. Il est, pour moi, hors de doute qu'une action raisonnée sur le système nerveux, faite en temps opportun, nous met à l'abri du cancer. Ma conviction à cet égard est absolue, car elle repose non pas sur une simple hypothèse, mais bien sur cela seul qui est probant, je veux dire sur l'expérimentation. Le résultat de cette expérimentation, je le publie ici sans aucun commentaire, mais avec un sentiment intime de satisfaction, bien légitime en somme. Tout d'abord, je tiens à mentionner un fait dont l'importance ne saurait échapper. Depuis que j'ai constaté l'action du chlorure de magnésium à l'état naissant sur la cellule nerveuse, je prescris systématiquement l'usage régulier de l'hydrate de magnésium, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, à toute personne porteur d'une de ces tumeurs dites bénignes, telles que fibromes, polypes, etc., que la tumeur ait été opérée ou non. On sait que trop souvent des tumeurs de cette nature sont susceptibles d'évoluer un jour vers la forme cancéreuse. De même, toutes les fois qu'il est nécessaire d'exercer un effet répété sur le tube digestif, effet laxatif ou désintoxicant, comme par exemple dans l'arthritisme, la constipation habituelle, le retour d'âge, etc., je donne, on le sait, la préférence à l'hydrate de magnésium sur tout autre laxatif. On comprend en effet que le malade, tout en obtenant le résultat qu'il cherche, bénéficie en même temps de toutes les propriétés de ce corps à l'égard du système nerveux. Or, chez ces personnes, aussi bien celles qui étaient porteuses de tumeurs que les autres, pas un seul cas de cancer, je dis bien pas un seul, n'a été constaté. Lorsque cette observation porte sur une période de plus de 10 ans et non de quelques mois, il n'est plus possible de parler de coïncidence, et ce serait nier l'évidence même que de vouloir contester la réalité d'une action préventive aussi manifeste. Pour moi, aucun doute ne saurait subsister. J'ai la conviction profonde qu'on peut se préserver du cancer, conviction raisonnée car elle repose, on le voit, non sur une théorie, mais bien sur des faits. Voici maintenant un argument d'une portée hautement significative en faveur de l'action tant curative que préventive du système nerveux en matière de cancer. Je n'apprends rien à personne en disant que le pronostic après une opération de cancer est d'autant plus réservé qu'une récidive fatale est presque la règle, pourrait-on dire, tellement le cas est fréquent, car le plus souvent l'opération a été trop tardive. Or, depuis 10 ans que je soumets systématiquement tous mes malades opérés d'un cancer à un traitement comportant l'usage quotidien au début de l'hydrate de magnésium, qu'il s'agisse de cas anciens ou récents, depuis 10 ans, dis-je, je n'ai eu à constater qu'une seule récidive. Encore,
Pour ce dernier cas, les plus grands espoirs sont permis. La tumeur qui a récidivé a une toute autre apparence que lors de la première intervention. Extraite sans difficulté, elle ne présentait plus d'infiltration ganglionnaire. Il est bien entendu que dans cette statistique, je ne fais état que des cas où la nature cancéreuse de la tumeur a été vérifiée. Je livre l'ensemble de ces faits à l'appréciation du lecteur. J'estime que tout commentaire ne pourrait qu'en affaiblir la portée. Du traitement moral. Le lecteur a vu que le but de cette méthode est non seulement de prévenir, mais aussi de guérir par un recours direct au système nerveux. Mais on serait coupable de ne pas utiliser également, lorsque c'est possible, tout moyen de nature à augmenter l'activité du remède et par suite à réduire au minimum la durée du traitement. Or, j'ai maintes fois constaté l'heureuse influence à cet égard d'une action directe raisonnée sur le moral du malade. Je me propose donc, en terminant cet exposé, de montrer avec quel détail, sous quelle forme on peut, à mon avis, exercer cette action. La méthode de traitement par les sérums et les vaccins présente un intérêt indéniable et il n'est que juste de reconnaître les grands services que nous ont rendus des hommes comme Jenner, Roux, Vincent, pour ne citer que cela. Mais on conviendra sans peine qu'une telle méthode doit être considérée surtout comme un procédé d'attente, de circonstances, car on se heurterait fatalement à l'impossibilité matérielle de pratiquer autant de vaccinations différentes qu'il y a de microbes connus ou inconnus. La logique conduit nécessairement à recourir pour notre défense aux armes dont la nature nous a dotés. Le leucocyte en pleine vitalité suffit toujours pour vaincre le microbe quel qu'il soit. Sur un organisme dont un système nerveux parfaitement sain maintient à son niveau normal la puissance leucocytaire, le microbe ne peut avoir aucune prise. La maladie ne peut exister sans une rupture d'équilibre du système nerveux. C'est donc à maintenir cet équilibre et à le rétablir s'il y a lieu que doivent tendre tous les efforts. L'origine véritable du mal étant non pas le microbe, cause occasionnelle, mais bien le mauvais état du terrain, cause prédisposante, la méthode doit rester identique, quelle que soit la nature de l'agent infectieux. Son but sera donc toujours de remettre ce terrain en bon état de défense, d'une part en apportant un soutien au système nerveux pendant une période de défaillance, d'autre part en fournissant à la cellule l'aliment compensateur dont un excès de dépense avait entraîné cette défaillance. Mais s'il est indispensable d'apporter à la cellule ces éléments qui lui faisaient défaut, il est hors de doute qu'une action directe sur le moral du malade peut augmenter de façon notable l'activité du remède proprement dit. Une action de cette nature exige la pleine confiance de celui sur lequel elle doit s'exercer. L'entourage immédiat du malade peut en effet apporter en la circonstance un concours précieux pour maintenir le malade en état de confiance et entretenir chez lui cet espoir qu'on est parvenu à lui rendre. On doit arriver à créer autour de lui une véritable atmosphère de confiance dont il sera littéralement et constamment imprégné. Or, cette action ne peut évidemment s'exercer que si elle résulte d'une conviction réelle et non d'un simulacre que le malade est toujours habile à dépister. L'action de ce traitement moral, exposée aussi succinctement que possible, toujours utile, est parfois prépondérante lorsqu'on s'adresse à un malade sujet au découragement et dont la docilité à suivre les conseils donnés ne peut résulter que d'un sentiment durable de confiance et d'espoir. Conclusion. Lorsqu'il s'agit de la santé, j'estime qu'on n'a pas le droit de publier une thèse, si ingénieuse soit-elle, avant que l'expérience en ait démontré le bien fondé. Par contre, lorsque des faits probants en confirment l'exactitude, toute considération doit disparaître devant l'intérêt général. Je sais en outre que je traduis également l'opinion d'une grande partie du corps médical. Mon seul mérite en la circonstance est en somme d'oser dire ce que bien d'autres pensent. Claude Bernard, par l'orientation qu'il a donnée aux recherches scientifiques, a, dans une claire vision de l'avenir, montré sous une forme lapidaire la route à suivre pour atteindre le but. On ne doit jamais oublier qu'à ce grand physiologiste et à lui seul revient le mérite d'avoir découvert et proclamé cette vérité essentielle: le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Mars 1929, Neuilly-sur-Seine.